Vanessa, 4e épisode. Enceinte sous méthadone, qu'est-ce qu'on fait ? 3, 2, 1. Donc on voit plusieurs spécialistes à Paris qui tous nous disent, écoutez, si vous avez une raison d'avorter, trouvez-en une autre, la méthadone fait des bébés normaux. Nous, on va se renseigner sur Internet. Là, on prend la décision de le garder. Et là, pendant 9 mois, je suis sous méthadone et je suis suivie dans le 14e, là où je suis née, à l'hôpital Cochin, en fait. Et c'est une équipe géniale qui estime que les mamans toxicos, c'est des mamans comme tout le monde. Elles ont le droit d'enfanter et comme n'importe quelle autre maman, elles gardent leurs enfants. C'est nouveau. Parce qu'avant, donc on est en 2001, mais ça faisait pas longtemps qu'il y avait la méthadone en France. Et je rencontre une infirmière qui me dit « Bon, c'est sûr que pendant les 9 mois, votre bébé, il va prendre ce que vous allez prendre. Donc, il y a des risques de dépendance. » C'est la première qui me dit ça. Le bébé peut naître en manque. Avant ça, on ne m'avait pas dit ça. Et elle, la première à me dire, voilà, j'ai une solution naturelle, le sevrage par les bras. Allez, c'était génial de me raconter ça pendant ma grossesse. Donc, elle me dit, le sevrage par les bras, c'est de tellement tenir et réchauffer le bébé quand il naît, qu'on peut le sevrer comme ça, juste avec de l'amour. Quand il n'est pas tant en manque que ça. Alors, pendant 9 mois, moi, je prends mon traitement. Ça marche avec le poids. Donc, à chaque fois que je grossis, on m'augmente ma dose de méthadone. Mais moi, je le prends en cachette. Je ne m'augmente pas. Au contraire, je baisse un petit peu. Je le sens que je n'ai pas besoin d'augmenter. Je suis mon instinct. Et heureusement, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que plus tu grossis, plus on t'augmente, plus le bébé sera en manque. Et moi, plus on m'augmente, moins j'en prends. Et je stresse quand même. C'est-à-dire que pendant 9 mois, dès que je prends ma méthadone, je la prends en me disant merde, putain, il n'a rien demandé ce bébé. Puis un jour, je vais accoucher. Donc je me retrouve à l'hôpital. Le papa est défoncé. Lui, il est comme ça. Et Luca, mon fils, naît naturellement. Enfin, pas de césarienne, tout se passe bien. Et puis, on te garde pendant 4 jours, parce que c'est au bout de 4 jours qu'il n'y a plus rien dans le sang du bébé, et que là, on voit s'il a un gros manque ou pas. À l'étage où je suis, il n'y a que des tox, qui ont que des bébés tuyautés de partout, qui tremblent comme des feuilles mortes. Donc, c'est assez flippant. Et Luca, au bout de 4 jours, la dame vient, elle le retourne dans tous les sens, elle dit « C'est bon, vous pouvez partir, il n'a rien ». Merci mon Dieu. La méthadone n'a pas traversé la barrière utérine. Mais attention, pendant 4 jours, je ne l'ai pas lâché, je l'ai réchauffé. Je l'ai gardé contre moi, je lui ai raconté comment la vie était belle, je lui ai parlé des oiseaux, des fleurs, de tout ce qu'il n'y avait pas dans cet hôpital. Les infirmières, elles rentraient dans ma chambre et disaient « Oh, mais qu'est-ce que vous faites avec votre bébé ? Remettez-le dans le berceau. » Je dis « Oui. » Je le mettais dans le berceau, elle sortait, pouf, je le reprenais, je ne l'ai jamais laissé dans son berceau 1 minute. Nuit et jour, j'ai pas dormi, je l'ai réchauffé, je lui ai parlé, je l'ai câliné, je l'ai aimé. Et voilà, j'ai fait le sevrage par les bras. Donc tu as cet enfant, Luca. Comment ça se passe après ? Donc tu rentres chez toi avec cet enfant, il va bien. Et comment s'organise la vie alors ? Alors la vie s'organise que je m'occupe des enfants à la maison, je ne travaille plus. Alors au travail, pendant toute une période, comme je disais tout à l'heure, dans les années 85 à 90, c'était la mode de se droguer. Donc c'était très classe chez Canal de prendre de la coke, de l'héro, ce qu'on veut. Puis on est passé à une nouvelle ère. La drogue était devenue plus du tout à la mode. Et les gens sur qui ça se voyait, c'était marqué drogué, on les appelait plus pour travailler. Oui. Donc j'ai eu beaucoup moins de travail. Et ça a été très dur. Ça a été très dur d'arrêter de se droguer, mais d'être considéré comme une tox de toute façon. C'est trop tard. Tu peux pas dire mais non, mais je suis plus une droguée.
C'est mort. Une fois que t'es grillé, t'es grillé. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont continué sans me juger, à me faire travailler. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça se passe plutôt bien, une vie de bourgeois dans le 9e. On picole bien quand même. Hein. Lui, il avait des plans où il allait acheter à Drouot des caisses de vin qui avaient été retirées ou prélevées. Enfin bon, bref, c'est les huissiers, quoi. Donc des restaurants fermés, des hôtels, et donc tu peux acheter chez Drouot des caisses de vin mortels pour pas cher. Donc on avait des tonnes de caisses à la cave et je me suis mise à picoler, quoi. Je buvais une bouteille le midi, une bouteille le soir. Donc t'es devenu alcoolique. Voilà. Mais mondain, encore une fois. Alcoolique mondain. Mais donc j'étais toujours sous traitement méthadone. Plus des cachetons, parce que je prenais du Valium, du Déroxate, du machin, du Lysanxia, des tonnes de cachetons. Un mélange de cachetons avec l'alcool. Alors là, ça t'envoie en l'air, c'est comme c'est pas possible. Tu dors bien. Ça, c'était bon. Donc je prenais plus d'héros, plus de coke, mais des cachetons et de l'alcool. Lui prenait toujours de l'héros, mais c'est tout, voilà. Donc on a continué comme ça, jusqu'à ce que finalement, il commence à me tromper et qu'il rencontre une autre nana qui s'appelait Vanessa comme moi et qui me jette. On était dans le sud de la France, on passait des vacances de bourgeois avec notre maison, avec la piscine. Et puis moi je m'occupais en fait tout le temps des enfants. Lui il sortait, il faisait la bringue. Donc il a rencontré une nana en boîte là-bas. Puis un jour il est rentré, il m'a dit « Bon, toi tu prends ta fille, tu fais ta valise, tu te casses, je veux plus te voir. » Et j'ai pris ma fille et mon fils. Je n'ai pas laissé mon fils. J'ai pris le train. Je suis arrivée chez ma mère. Je suis partie faire les courses avec ma mère. J'ai pris d'abord une quinzaine de bouteilles de pinard dans le caddie. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je prends du vin. » « Mais pourquoi faire ?»« Pour manger. » »« Mais on ne mange pas du vin. »« Mais moi, je ne peux pas manger sans vin. » « Tu vas apprendre à manger sans vin maintenant. Donc, tu vas prendre une bouteille. OK. Et moi, je vais te donner chaque jour ta dose. Et on va diminuer. Et j'ai décroché de l'alcool avec ma maman. Et puis donc je me retrouve avec mes parents, mes enfants, et donc je prends un appartement dans le même quartier que le père de mon fils pour partager notre fils une semaine. Sauf qu'un jour, je le croise dans la rue, on se donne rendez-vous. Et je lui dis, tiens, voilà ton fils. Et je vois sa gueule de défoncé, de malade. Et je lui dis, mais t'as pris quoi, là ? Il me dit, comme d'habitude. Et il me dit, d'ailleurs, tu veux goûter ? Et il me donne un paquet. Moi, ça fait un moment que je prends rien. Donc, j'ai ce petit paquet dans ma poche. J'ai donné Lucas à son père. Me voilà en train de rentrer chez moi. Je passe à côté d'un bistrot. Où là, il y a un jeune mec que je voyais souvent en passant comme ça et qui me dragouille. Il me fait « Viens, toi, viens ». Et en fait, c'était le barman ou je sais pas quoi. Je bois un petit coup, un petit verre de rouge. Et il me dit « T'habites où ?» Je lui dis « J'habite impasse de la Tour de Verne, là. » Et il me dit « Je peux passer te voir tout à l'heure ?» Je dis « Pas de problème. » Il est très mignon, il est jeune, frais. Je l'avais déjà vu... Place des Vosges, il travaillait. C'est un mec il voulait être comédien, donc il faisait souvent barman ou service dans les restaurants, comme beaucoup de comédiens. Et donc je le croisais souvent dans tous les restos du 9e, et à chaque fois il me regardait, donc je sentais que je lui plaisais. Donc ce mec trop mignon me parle enfin depuis toutes ces années où je le crois, mais il me voyait avec mon mari, enfin avec mon mec, donc bon, il m'adressait jamais la parole, mais je sentais qu'il me matait un peu. Là, il me voit seul, donc il ose me parler, et du coup, il me dit « Je peux passer te voir chez toi ?» Et je lui dis « Oui, bien sûr. » Et je donne mon adresse, et je rentre chez moi.
Et je monte. Et à ce moment-là, j'étais en train de monter un documentaire pour une réalisatrice et je montais chez moi. Donc je lui dis oui, bah, tu peux passer, mais plus tard parce que j'ai du boulot. Puis surtout dans ma tête, je me dis, ah, je vais me faire un petit rail. Je me fais un petit rail. Oui, mais alors attends, parce que toi, tu étais sous méthadone, donc tu voulais arrêter, donc pourquoi tu t'es fait ce rail en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour... Je sais pas. J'ai vu sa gueule à mon ex-mec. J'avais appris qu'en fait, il avait une autre nana qui s'appelle Vanessa. J'avais appris ça, donc j'allais pas très bien, j'avais les boules. Je voulais me détruire un petit coup, quoi, histoire d'oublier. Donc, j'ai accepté ce paquet. Mais je l'avais pas demandé moi-même, c'est lui qui me l'a proposé, tu vois. Donc, quand même, c'est pas très cool de sa part, je me dis. Et donc, je me fais un petit rail et en fait, je gerbe, je trouve ça dégueulasse. Et je le pose sur la cheminée et je me mets à mon travail. Et je travaille. Je me mets un film d'horreur, mais je m'endors direct. J'ai laissé le film dans la machine. Puis j'ai été réveillée par des petits cailloux lancés sur ma fenêtre. Tic, tic. Donc je vais à ma fenêtre et là je vois Roméo en bas, quoi, le mec. Il me dit je peux monter? Je dis ben oui, bien sûr. Donc le mec du bar. Le mec du bar, il était là. Il monte, me voit. Il a une bouteille de champagne ouverte avec lui. Donc il me sert un verre. Et puis on s'embrasse. Je lui dis, j'arrive, je vais me prendre une petite douche. Donc je vais dans la salle de bain. Mais je me lave que mon cul, ma chatte, vite fait. Je reviens. Il était au-dessus de la cheminée en train de finir de se faire un gros rail du truc blanc que pensait que c'était de la coke, c'était de la thaïlandaise, de l'héroïne thaïlandaise. Ça veut dire que c'est beaucoup plus fort que le brown. C'est mais 10 000 fois plus fort. J'arrive dans le salon, je le vois au-dessus de la cheminée, il finit de se faire un rail, il me dit « Tu m'as pas dit que t'avais de la coke ?» Et je lui dis « Mais c'est pas de la coke, putain. » Et là, il s'allonge sur mon lit. Il me dit, il faut que personne ne sache que je suis là. Je dis, personne ne sait que t'es là. Il était en angoisse. Je lui dis, écoute, t'inquiète pas. Il me dit, je suis fatiguée. Je lui dis, repose-toi. On n'a rien fait. Repose-toi 5 minutes, dors un peu et après tu repars chez toi. Bon. Et là, je me sens bizarre, moi. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je m'endors à côté de lui. Donc il est 2h30 du mat'. Je me réveille le lendemain, il est 19h. Donc déjà, c'est bizarre, quoi. Et en plus, je me réveille complètement déphasée. J'ai l'impression que j'ai dormi 1 heure. Je me lève, je le vois qui dort. Moi, je dérange pas un mec qui dort. Qu'est-ce que je fais? Mon boulot. Je pense à mon travail parce que je dois rendre des comptes à la réalisatrice qui va passer le lendemain. Et moi, je lui ai promis que je finissais de monter une partie. Donc, mon boulot, je suis en angoisse de travail. Je vais à mon ordi, je mets mon casque et je me mets à bosser. Tu fais du montage. Je fais du montage sans réfléchir à rien. Je suis dans mon montage. Je me sens un peu groggy, quoi. Et puis, le temps passe. Et je me dis, mais je vais le réveiller, ce mec. C'est pas possible. Il me dit qu'il veut dormir 1 heure et on est le lendemain déjà. Ça fait 19h qu'il dort. Je rentre dans la chambre. Je vais vers lui, je dis hey, Nicolas. Et il répond pas, je le sens un peu dur. Nicolas, là je le touche, je lui appuie dessus. Là j'essaye de le réveiller et là je lui saute dessus, littéralement, pour le réveiller. Et là j'entends, je l'éclate à l'intérieur. Là je sens l'odeur. Il est tout mou, il est en décomposition, il était déjà mort depuis très très longtemps. Il est mort au moment où il m'a dit je vais pas très bien. Et moi, au moment où je suis tombée dans les pommes, il était mort en fait. Et je vois que la télé, ma petite télé au bout de mon lit est allumée encore.
Et elle est sur la première image du film où il y a un texte. Et je vois une phrase. Et cette phrase, elle m'est restée incrustée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Je crois que je l'oublierai jamais. Pour qu'un mort se réveille, il faut qu'un vivant parte. À suivre.